Alors bonjour à toutes et à tous. Au nom du collectif Pour Romans, on tenait réellement à vous remercier de votre présence ici ce soir pour cette troisième assemblée publique qui intervient après celle du mois de mars et celle du mois de juin. Et c'est aussi avec un plaisir non dissimulé qu'on voit que vous êtes au moins aussi nombreux que les précédentes. Donc on tenait à vous dire que ça nous réconforte dans notre démarche et que ça nous fait chaud au cœur, tout simplement. Je vais commencer par me présenter. Donc moi je m'appelle Stéphane et je vais être chargé avec Émilie, présente à côté de moi, d'animer cette soirée. Bonsoir. C'est un beau cadeau. Alors tout d'abord, très rapidement, on tenait à faire un rapide historique de l'émergence de ce collectif Pour Romans, donc qui est né il y a environ 2 ans à l'initiative d'une trentaine de citoyens romanais qui se sont rassemblés avec comme dénominateur commun la volonté le fait de ne plus reconnaître notre ville et la volonté de la changer, avec tout ceci passant bien sûr inévitablement par un changement d'équipe municipale. Je suis désolé, je suis un peu ému, je regarde mes fiches. Donc cette trentaine de Romanais sont pour l'immense majorité d'entre eux de simples citoyens, et on est quasiment tous libres de tout mandat électif, et qu'on peut donc considérer qu'on n'est pas, comme quelquefois c'est dit de manière péjorative, des professionnels de la politique. On a tous par ailleurs nos activités professionnelles, un métier, et ce que l'on tenait à vous dire, c'est qu'aucun d'entre nous n'est lié de près ou de loin à la confection ou à la vente de jeans. Voilà. Donc, je pressens au murmure de l'Assemblée que ma grossière allusion a été comprise. Et voilà, on tenait à clarifier notre position parce que lorsqu'on se déploie dans la ville de Romans pour aller tracter dans les marchés, et surtout dernièrement, on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle confusion chez les Romanais. Lorsqu'on présentait le collectif Pour Romans, les gens nous disaient ah oui, j'ai vu ça dans l'Impartial, c'est pas le mec des jeans là? Non, nous on fait pas les jeans. Voilà. On en porte, mais on n'en fait pas. On en porte, mais on n'en fait pas. Donc voilà, c'est pas pour dénigrer qui que ce soit ou quelques mouvements que ce soit, mais c'était surtout pour apporter une clarification. Alors, si certains d'entre vous ont l'impression de s'être trompés d'endroit, je les invite à rester, bien sûr, à confronter peut-être les deux mouvements, enfin voir qu'il existe de réelles différences entre le collectif Pour Romans et l'autre qui s'appelle Romans Passionnément. Et puis si toutefois réellement des gens avaient eu l'impression d'être floués, d'être trompés sur la marchandise, évidemment les portes restent ouvertes et ça serait dommage, mais à tout moment vous pouvez quitter l'Assemblée. Voilà, il n'y a pas au sein du collectif Pour Romans, il n'y a pas pour employer un mot à la mode, de prise d'otage. Voilà, je vais laisser la parole à Émilie qui va vous présenter le déroulé de la séance. Voilà, donc ce soir, le programme se déroulera en 3 grands temps. Un premier temps qui permettra de faire un retour sur les origines du projet et là où nous en sommes aujourd'hui avec le travail qui a été accompli ces derniers mois. Un deuxième temps qui sera un temps participatif, et donc on va vous demander de travailler avec nous sur la constitution du projet. Et un troisième temps qui sera la présentation de la méthode d'émergence de la liste. Voilà. Et donc je vous propose qu'on attaque tout de suite, et donc de donner la parole à Olivier, ici présent, pour nous faire le retour un peu de ce qui s'est passé ces derniers mois. Merci. Je voulais faire debout. Bonsoir. Il y a, effectivement, comme dit Stéphane, il y a des rumeurs dans Romans qui disent qu'est-ce qui se passe, le collectif Pour Romans, ça serait une émanation de partis politiques,
ah non, non, il y aurait seulement 2 ou 3 agités là, qui font un peu de propagande, etc. Non, c'est pas du tout ça. En fait, le collectif pour Roman, il est né, non pas il y a 2 ans, mais en 2014. À l'issue des élections, donc on s'est réunis plusieurs fois, on s'est dit il faut faire quelque chose, et puis il y a eu quand même une opposition municipale au conseil municipal qui a travaillé, et des gens qui sont investis dans la lutte pour que la MNE continue à vivre, pour que l'éducation populaire continue à avoir des sous, pour que les piscicales continuent à exister, etc. Donc il y a eu quand même une opposition associative, militante, citoyenne qui a existé effectivement qui continue d'exister d'ailleurs. C'est effectivement il y a 2 ans qu'on s'est dit il faut formaliser la chose. Et du coup, on a surtout travaillé en 2017-2018 sur qu'est-ce que c'est qu'une équipe municipale exemplaire, quels devraient être les grands principes qui devraient nous guider pour faire de la politique municipale autrement, quelles nouvelles formes de gouvernance mettre en œuvre, etc. On a écrit un manifeste, il est là-bas le manifeste, tout le monde le connaît, vous l'avez sûrement reçu depuis des mois et des mois, on l'a écrit en janvier, la dernière mouture date de janvier 2019. Ce manifeste est quand même la déclaration d'intention de ce que pourrait être un territoire romanais et au-delà d'une agglomération en transition. Et puis 2019, ça a été en gros l'annonce officielle de l'existence de ce collectif. Il y a eu donc des conférences de presse, il y a eu des présences sur les marchés autour du carnaval, et il y a eu cette fameuse assemblée publique de mars, où on était effectivement 130, 140, c'était vraiment très, très intéressant, et où de là on démarrait ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi. Avril, mai, juin et septembre, on a eu quand même... Alors je prends mes fiches. On a eu quand même... alors oui, simplement vous rappeler... les trois grands axes autour desquels notre réflexion a porté et votre réflexion continue à porter. C'est donc cet affiché-là, urgence et climatique, donc transition écologique. C'est urgence sociale et économique, donc justice sociale et économie, je dirais, différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Et puis une démocratie un peu essoufflée, et donc évidemment une transition démocratique qui sous-tend tout ce travail. Le groupe projet là, va vous présenter un certain nombre de choses tout à l'heure, là où on en est, pour amener des réponses à ces trois grandes urgences. Donc depuis mars, il y a eu 6 ateliers participatifs qui ont travaillé sur la transition écologique, se loger, se déplacer, se nourrir, etc. Il y a eu toute une soirée autour du scénario négawatt, sur ce qui est diminution de l'empreinte carbone de nos sociétés en général. Il y a eu 2 ateliers sur la justice sociale et l'accès aux services publics. Il y a eu 3 ateliers sur la transition écologique avec des projections débats autour du film Irin Sina et puis comment agir localement face à l'urgence climatique. Il y avait un atelier participatif qui a suivi ce film. Il y a eu un film qui s'appelait Démocratie autour de la transition démocratique. Donc toutes ces choses-là ont fait que globalement, il y a eu entre 400 et 500 personnes qui ont, de près ou de loin, plus ou moins activement, été en contact avec le collectif. Et ça, c'est un vrai plaisir pour nous de voir que les choses prennent. Aujourd'hui, c'est 60 adhérents. Vous pouvez adhérer. Adhérer, ça veut dire qu'on se reconnaît dans le manifeste, on paye une cotisation et on essaie d'être actif. Vous allez voir au final qu'on a besoin de vous pour être plus efficace. Et aujourd'hui, ça continue. On continue à faire des ateliers. On continue à être présent sur les marchés. Il y a une caravane à vélo qui se balade de temps en temps, qui distribue des tracts, qui informe. Il y a une lettre d'information hebdomadaire qui est envoyée à tous les gens qui le souhaitent. Il y a plus de 300 abonnés à cette lettre. Et puis prochainement, dans les mois qui viennent, parce qu'on est à 5 mois en gros des élections, c'est quand même rapide, on va organiser des assemblées publiques dans les quartiers, de façon à aller voir ce qui s'y passe. On connaît un petit peu, on habite tous dans des quartiers différents. Et puis on va organiser des cafés citoyens de façon à ce que régulièrement, tous les samedis matins, tous les dimanches matins, à tel endroit, on puisse rencontrer le collectif pour nous. Voilà. Donc évidemment, 5 mois c'est court, donc on a besoin de vous, on a besoin de vos idées, on a besoin de votre énergie. Voilà. Merci. Il n'y a pas que de la personnalité ici. Donc sur Roman, on n'a rien inventé quand même. Hein. Ces démarches citoyennes de démocratie participative ont lieu un peu aux 4 coins de la France. Et je vais laisser la parole à Marie-France et à Christian, qui se sont rendus à Poitiers
où avait lieu justement la rentrée des initiatives citoyennes. Merci, bonsoir. Bon, on va aller assez rapidement, donc je suis obligé de lire un peu ce qu'on avait écrit. Alors, dans la perspective des prochaines municipales, de nombreuses initiatives citoyennes se sont constituées partout en France. Initiatives démocratiques, écologiques, solidaires, afin d'aborder différemment les échéances électorales et répondre aux grands défis actuels. Le défi que se sont lancés des membres engagés dans Poitiers Collectif, Poitiers est une ville que vous devez connaître, qui a arrêté oui, Charles Martel, tout ça. Et donc, eux, ils se sont dit, on va arrêter, et ils se sont posé la question, et si nous faisions le pari fou de nos partis le temps d'un week-end? Ils ont organisé alors la rentrée des initiatives citoyennes les 21 et 22 septembre 2019 à Poitiers. Et Marie-France et moi, nous y fûmes. Quand je dis nous y fûmes, c'est le passé simple du verbe être, hein, bien sûr. Donc nous y fûmes pour échanger entre démarches citoyennes sur les enjeux de la démocratie locale, pour nous enthousiasmer, nous renforcer, parler des expérimentations réalisées ici et là, des expertises des uns et des autres, ce qui fonctionne, ce qui bloque, et lever des verrous grâce à ce partage d'expériences. Et aussi pour donner de la visibilité à nos démarches à travers un événement national commun. Alors, quelques chiffres, on ne va pas vous embêter avec trop de chiffres quand même. Il y avait 40 villes, d'environ 1000 jusqu'à 200 000 habitants qui étaient représentées, par plus de 150 participants. On a eu droit à 3 séances plénières avec des intervenants. Il y avait Charles Fournier, vice-président de la région Centre-Val de Loire à la transition écologique et citoyenne. Il y avait Fanny Lacroix à l'initiative de l'appel du 25 mars, citoyens, engagez-vous dans la commune. Il y avait Charlotte Marchandise, candidate laprimaire.org à la présidence 2017 et maire adjointe à la ville de Rennes. Et Christian Proust, auteur de l'ouvrage Guide pratique pour oser s'impliquer dans la vie politique locale. Et aussi Tristan Réchid, vous connaissez peut-être Saillant, la ville de Saillant, donc il fait partie des gens qui ont initié toute l'initiative sur cette municipalité qui nous a apporté pas mal de renseignements. Il y a eu 9 ateliers animés par des structures d'éducation populaire très au fait des questions démocratiques et participatives. Alors ces structures, c'était Action commune, À nous la démocratie, La bascule, La belle démocratie et Tous élus. Alors s'il y a certains qui s'intéressent, on peut aller sur Internet et voir un petit peu qu'est-ce qu'ils proposent et qu'est-ce qu'ils apportent. Voilà, donc Christian vous présentez le contexte et moi j'ai la fin de notre petit temps qui nous est imparti juste pour essayer de vous faire passer la bonne énergie que ça nous a donnée, parce que bien sûr l'idéal ça aurait été de se téléporter là-bas tous en bus, on serait revenu, on aurait mis le feu à Romans, mais bon il était qu'à 2, donc j'ai 3 minutes pour vous dire pourquoi c'était bien et pourquoi on revient à fond. Alors déjà l'organisation était vraiment cohérente, efficace, ça faisait... c'était bien, tout était à l'heure, tout était mixte, il y avait des binômes partout, il y avait des âges très variés. Voilà. Dans les ateliers, on a eu des ateliers, des temps de partage, et chaque territoire a pu expliquer tout ce que lui il a inventé par rapport à son contexte, tout ce qu'il a créé, enfin toutes ses cogitations. Et donc finalement, nous c'est vrai qu'avec la maire ici, on a aussi un contexte un peu maussade, mais dans d'autres villes aussi, dans d'autres c'est des fois des maires qui sont maires depuis 40 ans, de père en fils, enfin voilà, donc on a beaucoup partagé. Et on a été perfusés de toutes les initiatives de toute la France.
Voilà, donc ça donnait des exemples inspirants, des lectures, ça c'est donc les livres qu'ont fait les intervenants, donc c'est vrai que ça donnait envie d'aller piocher des idées, des argumentaires, voilà, donc pareil c'est à votre disposition, tout est sur le site du collectif. Donc c'était aussi très plaisant de se poser vraiment quelques heures en atelier autour de la démocratie, donc par exemple il y a eu des conseils. Alors attends, je vais juste, c'est la bonne diapo. Oui, c'est bon. Voilà, par exemple, on est revenu avec des idées, des conseils concrets. Par exemple, on nous a dit ce qui est bien, c'est quand vous faites un schéma de votre organisation. Comme ça, on ne pourra pas vous spolier. D'autres ne pourront pas dire je suis aussi une liste. Tu vas trop vite. Je sais que j'ai que 3 minutes, mais. Voilà, donc l'idée c'est de montrer qu'une liste peut se dire citoyenne et participative, mais ne pas le faire. Et avec des schémas, avec des explications, ce sera bien plus facile de montrer aux gens les systèmes de régulation et que bien sûr au collectif pour romans, il n'y a rien de pyramidal et voilà. Donc l'idée de faire un schéma de notre organisation. Du côté de la démocratie aussi, la découverte d'un atelier, d'un outil vraiment très enthousiasmant, donc qui calcule le taux de démocratie d'une liste. Donc c'est un outil qui est présenté par la Belle Démocratie, donc tout un groupe qui travaille depuis quelques mois dessus, où en fait il y a 18 critères sur avant et après les élections, et en fait il y a du pire, donc là c'est un peu Marie-Hélène Toraval, au mieux, un petit peu nous. Et en fait, si on bouge le curseur, donc sur tous les critères, enfin nous, ce qu'on aimerait faire, c'est ce qu'on va faire grâce à vous. Et ensuite, donc c'est une application. Vas-y, Julie. Et où en fait, après, on a une étoile. Et plus on est vraiment démocratique, plus l'étoile est grande. Donc voilà, ça va être aussi un outil qu'il va falloir déployer pour montrer, peut-être même nous, on se dira, voilà, si on a un trou à un endroit, c'est que il faut retravailler un critère. Voilà, donc on est revenu avec des outils concrets. On est revenu aussi avec l'idée que, oui, il faut faire des actions. Donc tous ensemble, on a fait une action devant l'hôtel de ville, donc où chacun disait la ville où il était, et que lui aussi, il s'engageait pour être aux manettes de la ville dans 6 mois. Là, c'était juste 6 mois avant pile. Et puis, tu peux juste aller à la diapo suivante. Voilà, et on a entouré la mairie avec un ruban bleu, blanc, rouge, donc à 150. Donc voilà, ça donne de l'énergie. Et du coup, je vous invite, donc je fais partie du groupe Mobilisation. Et je vais mettre une petite fiche dans le fond. Allons-y, faisons des actions sur Romans. On en a déjà fait qui n'étaient pas tout à fait sous le couvert du collectif. Mais peut-être que tous ensemble, on pourrait entourer la mairie avec un ruban ou inventer plein d'autres choses qu'on saura faire et inventer ensemble. Voilà, donc tout ça, ça fait qu'on a vraiment pris une conscience très forte de notre responsabilité partout en France. Parce que quand vous voyez comment Saillant, un petit village dont on n'arrête pas de parler, a pu essaimer, on peut bien se dire que dans 5 mois, si des villes de la taille de Romans ou plus grandes, il y avait des villes de plus de 100 000 habitants qui étaient représentées aussi, arrivent à faire basculer la municipalité du côté citoyen, ça pourra vraiment faire boule de neige. Voilà, et puis une petite diapo de conclusion. Voilà, donc chacun à la fin écrivait juste dans 6 mois on y sera et avec sa ville. Bon voilà, c'était moins long qu'aller à Poitiers, mais j'espère que ça a marché. Merci Marie-France et merci Christian. Donc l'étape d'après, c'est de rentrer davantage dans la présentation du programme, enfin d'évoquer avec vous l'élaboration du projet. Mais avant ça, on voulait savoir si vous aviez des questions. C'est le moment où jamais de les poser. On peut prévoir un petit temps de questions-réponses à ce stade, si vous en avez. N'hésitez pas à lever la main. Jean-Jacques, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne serai pas dans la liste de Thomas Huriez et de Ramion passionnément, puisque j'ai été beaucoup sollicité, mais dans la presse, je vais le rappeler dès demain, que je ne rejoins pas cette liste pour différentes divergences par rapport à leur projet municipal. Donc j'ai suivi différentes réunions du collectif roman, je viens ce soir, mais même moi ça m'interpelle parce que je travaille dans la réinsertion. Et ce soir, je voudrais savoir combien y a-t-il de personnes des quartiers de la Monnaie ou des jeunes de la Monnaie, des quartiers sensibles, des jeunes en précarité, des jeunes en réinsertion,
Voilà, parce que j'aimerais que ça va quand même, parce que en fait, c'est très important au niveau électoral à Romans. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2014, il y a eu 450 voix d'écart entre le premier et le second tour pour la victoire de Madame Toraval. Ça s'est joué à 450 voix. Et des jeunes des quartiers populaires ont, en dernière minute, soit abstenu, voté blanc ou voté Marie-Hélène Toraval par dépit, parce qu'ils n'avaient pas confiance en l'équipe qui se présentait ou aux équipes qui se présentaient, ou par la peur qu'il y aurait le Front National en triangulaire, comme Romans a connu pendant des années. Donc là, je pense que, pour terminer, je pense que moi qui en ce moment travaille avec des jeunes en réinsertion, ils veulent bien les voter, mais ils sont loin peut-être de tous ces schémas, de ce qui se passe dans les autres villes. Regardez au quotidien ce qui se passe à Romans. Oui, il y a peut-être des créations d'emplois, des entreprises comme l'ASFAM qui s'installent, mais il y a aussi la misère sociale qui a grandi. Regardez le bas de la ville, les millions d'euros qu'on attend depuis des années, que même Mme Toraval a voté. Moi, je vais poser plusieurs fois la question. Ils sont toujours pas arrivés au niveau de l'agglo ni au niveau de l'État de la région. C'est pas parce qu'il y a eu Édouard Philippe qui est venu, c'est pas parce qu'il y a eu le prince de Monaco. Et donc les Romanais, je vous mens pas, ils sont beaucoup perdus, quel que soit leur âge. Pour les municipales, il y en a qui disent Mme Toraval, elle va regagner la mairie. Thomas Riez, il s'est lancé, mais il ne connaît rien en politique. On attend qu'il ouvre son usine d'abord. Et puis les autres Romanais, ils ne savent pas. Voilà. Ok, donc voilà, c'était ça ces questions. Merci. Revenir à la base. Du coup, Marie-France. En fait, on a cette préoccupation, mais c'est vrai que c'est pas facile. Donc on a fait venir tous ces élus. Bon, ça n'a pas fonctionné, c'était un peu trop au dernier moment dans leur tournée. Voilà, on a participé à un atelier sur mobiliser les jeunes. Bon, bah, ça ne veut pas dire que ça va être facile. Donc, rejoins-nous et viens nous dire tes idées, parce que voilà, c'est une des choses où on a besoin de progresser, c'est sûr. Juste aussi pour rappeler que la justice sociale, c'est bien un des axes phares du projet du collectif pour Romans. Et évidemment, on a beaucoup de progrès à faire sur l'inclusion de tous les Romanais dans cette démarche. Mais c'est aussi l'objectif de la caravane qui a été créée récemment à vélo pour aller au maximum dans les quartiers et changer un peu notre manière de travailler, de discuter du projet avec les habitants, où jusqu'à présent on a fait plutôt des choses dans les salles, à organiser des ateliers, et où là on va aller au plus près des habitants, directement dans les quartiers, pour aller vers les habitants directement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas à ce stade. Eh bien, je vous propose qu'on enchaîne alors, du coup. Donc on va laisser la parole à Olivier et Émilie qui vont nous parler du fonctionnement de notre future municipalité. Bonsoir. Alors nous, on va vous présenter un petit peu un travail qui est en chantier depuis le début. Oui, voilà. Donc, ça a été dit auparavant, ce qui nous a réunis au départ, c'est des réactions par rapport à la politique menée par l'équipe actuelle. Mais en fait, ce qui nous a surtout heurté, et ce qui heurte beaucoup de gens, c'est la façon dont c'est fait, c'est la brutalité avec laquelle certaines décisions, certaines choses ont été faites. On a parlé tout à l'heure de la Maison de la Nature et de l'Environnement, on peut parler des dotations scolaires, du rapport aux maisons de quartier, c'est des choses qui sont faites sans discussion, sans écouter, sans écoute. Et c'est ça où à un moment on s'est dit, mais ce n'est plus possible. Il va falloir proposer autre chose. Donc je vous présente juste un petit peu comment on a travaillé. C'est qu'on a commencé à lister un petit peu, on s'est réunis à plusieurs dans des salons, voilà, et à se dire, on va lister tout ce qui nous déplaît, tout ce qui nous heurte dans la façon de gérer cette ville. Donc on a fait ça. Et puis après on s'est dit, maintenant nous, qu'est-ce qu'on aimerait, comment on aimerait, quels élus on aimerait avoir, c'est quoi notre ville rêvée. Et puis en fait, on a fait un tableau, et en face de chaque chose, on a essayé de trouver quelque chose qui nous conviendrait, dans lequel on se sentirait bien et où les Romanais se sentiraient bien.
Voilà, donc moi je vous donne juste quelques exemples et puis après Olivier il va essayer de vous présenter où on en est, il va essayer de synthétiser des choses, voilà, où on en est à l'heure actuelle. J'ai choisi, la liste est longue, donc après tous ces documents, c'est des documents qu'on peut vous transmettre. Par exemple, nous ce qui nous heurte c'est l'opacité. Comme exemple, on peut prendre le conseil municipal qui a souvent la porte, voilà, où on a déjà vu la porte fermée, des gens qui ont été refusés, la salle qui est trop petite. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Voilà, il y a plein d'endroits où les conseils municipaux ils sont filmés, ils peuvent être en direct. Donc notre vœu le plus cher, c'est gagner en transparence. C'est la même chose pour les comités de quartier, les conseils des usagers. C'est des endroits, ne vous laissez pas avoir, quoi, c'est pas vrai, c'est pas ça le participatif. Nous, c'est pas ça qu'on souhaite. On souhaite des comités de quartier, des conseils des usagers, mais des vrais lieux. Donc on va en parler après, justement, est-ce que c'est de la concertation, voilà, qu'est-ce qu'on attend dedans, ou de la participation. Nous, ce qu'on veut, c'est de la réelle participation citoyenne. Et on veut pas ces espèces de vitrines. Voilà, là les comités de quartier par exemple, il n'y a pas d'ordre du jour. Jamais vous voyez, il y a Roman Mag, il y a plein de pubs dedans, mais jamais vous allez voir un ordre du jour ou un compte rendu de comité de quartier ou de comité des usagers. Voilà. C'est la même chose pour l'accès aux documents. Quand la municipalité fait réaliser des études aux frais du contribuable, c'est assez dingue que ces dossiers ne soient pas consultables, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on a envie de changer. Excusez-moi. Ensuite, dans notre manifeste, une des premières choses qui arrive, si je m'en souviens bien, c'est ce qui nous déplaît, ce qui nous heurte, c'est le fonctionnement autocratique de Marie-Hélène Toraval. C'est illustré par une des premières mesures où Marie-Hélène Toraval, elle a augmenté ses indemnités de maire et baissé les indemnités de ses adjoints. Et on se retrouve avec des adjoints qui viennent à des commissions qui nous disent « Ah ben oui, mais moi, vous comprenez pas, j'ai pas le temps, je travaille. » Mais nous aussi, voilà, on travaille. Et ils ont raison, en fait, ces adjoints. À un moment, ils nous tirent la larme à l'œil. Des fois, on a envie de pleurer parce qu'on se dit « Bah ouais, c'est vrai que c'est dur pour cet élu, parce que c'est un élu. Il a une indemnité tellement basse pour que Madame le maire ait une grosse indemnité que il a une journée par semaine pour se consacrer à la vie, à l'engagement qu'il a pris. » Donc ça, c'est des choses aussi où on va essayer de travailler, avoir des indemnités à la hauteur de l'engagement et des responsabilités des élus, et que ça se partage. J'ai presque fini. Puis après, ça c'est quelque chose qui ne vous a pas échappé, c'est le fait de privilégier tout le temps la communication au détriment de l'action concrète. Moi là, j'ai choisi quelque chose qui m'avait profondément heurté. Il y avait une journée, l'organisation d'une journée de l'égalité des chances. Donc là, on se disait, youpi, la ville de Romans, Marie-Hélène Toraval qui organise la grande journée pour les jeunes d'égalité des chances. On y était allés et on avait pleuré parce que c'était le moment, c'était vraiment une vitrine, une journée où c'était à contresens. Et pendant ce temps-là, les actions de la mairie, c'était de réduire drastiquement les moyens aux maisons de quartier, les dispositifs de réussite éducative, tous les moyens qui permettent de travailler sur l'égalité des chances. Et je ne vais pas en parler plus parce que on n'a pas encore beaucoup travaillé, on a beaucoup travaillé là-dessus, pardon. Mais ça serait trop long. C'est la précarisation des personnels communaux et le climat de terreur qui a pu avoir à la mairie. Et nous, on souhaite qu'il y ait une gestion digne et humaine des personnels communaux et que la mutualisation, qui est quelque chose qui peut être vraiment très positif, qui est toujours mis en avant par cette municipalité, mutualiser pour cette mairie, c'est toujours faire des économies, gagner. Et mutualiser, en fait, ça peut être gagner en termes de qualité de conditions de travail, en partage de connaissances. Ça peut être plein d'autres choses. Voilà. Et donc là, je vais laisser Olivier nous donner les pistes qu'on a pour modifier le fonctionnement de la ville,
pour avoir une ville plus démocratique, plus transparente et plus horizontale. Merci, bonsoir. Vraiment, moi je ne suis pas un professionnel de la politique non plus, hein, donc c'est quelque chose qui pour moi est tout neuf d'être devant vous, contrairement à Émilie qui... On a tellement bien préparé notre intervention commune qu'on est un petit peu en décalage, mais on va faire notre mieux. En tout cas, j'essaierai de faire aussi bien qu'Émilie. En tout cas, ce qu'on voulait rappeler, c'est que tout ce qui va être dit, en tout cas par moi, relève du chantier. Et c'est pas un mot péjoratif, mais insister sur le fait que les choses s'élaborent et s'élaborent avec tout le monde. Et l'idée principale, quand même, c'est bien de s'appuyer sur la parole citoyenne, y compris les jeunes, vraiment. Jean-Marie, je crois. Jean-Jacques, pardon, excuse-moi. Et vraiment, c'est important pour moi, à titre personnel aussi. Hein. Et donc, je pensais aussi, avant de commencer, que ce qui serait bien, c'est de pouvoir mettre en place un nouvel humanisme municipal, avec un citoyen au centre, quel qu'il soit. Émilie vous a parlé de transparence. Moi, j'ai plein de fiches et je pensais avoir beaucoup plus de temps. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, l'idée de la transparence, quelle que soit l'étape de la décision, de la communication, en tout cas, est importante. Et on essaie de le faire, nous, à chaque fois. Et c'est un apprentissage compliqué, mais qui est très enrichissant et riche. Si Julie veut bien... C'était génial. Donc là, il y a un petit schéma qui ne nous appartient pas et je dois faire un mea culpa. J'en ai pas la source, mais très bien. Et donc, simplement illustrant le premier, ce qu'on appelle la participation inclusive. En tout cas, on entend beaucoup parler de mouvements participatifs, mais qu'est-ce que la participation réellement ? Elle passe par l'information, je ne vais pas me tourner parce que je ne vais pas être clair, par la consultation aussi, par la concertation, mais l'idée, et on l'éprouve, je pense, depuis quelques mois et en tout cas quelques années, la coproduction de l'ensemble des éléments et des choses. Et ça, c'est essentiel de faire les choses ensemble si on veut fonctionner. Si Julie, tu peux passer au suivant, et en tout cas, on se place au centre de ce schéma qui est un peu flouté, mais un schéma où on constate qu'il y a plusieurs légitimités et que l'idée d'un bon fonctionnement, c'est quand même de se trouver au centre de ces cercles. Moi, je ne suis pas du tout géomètre, mais en tout cas au centre de cet espace commun. Voilà, donc rappeler aussi que l'ensemble des choses qu'on a produites ou auxquelles on a réfléchi sont évidemment à valider et à construire, que le détail des mesures qu'on a développées sous les axes évidemment de citoyenneté, de démocratie sociale, de transparence, et l'ensemble des idées qui vont Émilie en a parlé tout à l'heure, des comités de quartier qui soient efficients, efficaces, dotés d'un budget, avec une réelle communication aussi, hein, ça suppose du monde et beaucoup de générosité, mais aussi aux questions de citoyenneté, de formation des citoyens, Jean-Jacques de la formation aussi des jeunes en tant que citoyens, et des plus anciens, en tout cas, essayer de faire en sorte que les décisions ne soient pas prises par un microgroupe, mais bien conçues, et construites, et élaborées et mises en place ensemble en essayant de faire en sorte que chacun se sente légitime et prêt à agir. Ça vous va ? Oui, il y a un document qui est d'ailleurs affiché dans la salle, voilà, où ça reprend un peu les grandes pistes, parce que c'est un sujet sur lequel on a déjà beaucoup travaillé en réalité. Et juste pour vous signaler d'ores et déjà que le gros séminaire de travail pour arrêter le projet, c'est le 2 et 3 novembre, où seront conviés tous les adhérents du collectif. Donc si vous voulez participer de ce travail de finalisation du projet, on va continuer à en parler là ce soir, mais si vous voulez participer à ce projet, à cette écriture et à ce travail, eh bien il faut être adhérent, et donc je vous invite vraiment à adhérer ce soir, à en profiter. Voilà. Et je passe tout de suite la parole à Anna et Clara qui vont vous parler... Ah, il y a une question.
Ce qui est présenté là-bas, c'est en gros, par rapport aux idées que vous avez présentées là, c'est les moyens dont pourrait se doter la future mairie pour fonctionner de fait comme ça, c'est ça? C'est ça. En chemin, voilà. Ouais. Donc, Alain et Clara pour vous parler du reste du projet et de là où on est. Bonjour. Je suis un peu embêté parce que je devais faire l'introduction de la présentation du projet. Et dans l'introduction, je voulais redire un peu ce qui a déjà été dit par la personne avant. Donc je vais aller très vite. Les gens qui réfléchissent sur ce projet, c'est depuis l'élection de Toraval, depuis ce moment-là, il y a eu plusieurs groupes sur Romans qui se sont mis à dire on ne peut pas accepter la façon autoritaire de gouverner, de Madame Toraval. On veut faire autrement et on veut construire quelque chose sur Romans. Donc ces différents groupes ont réfléchi, ont commencé à élaborer des choses et se sont regroupés, et l'année dernière, en 2018, se sont regroupés et le collectif tel qu'il est actuellement a pris forme. Ce collectif, il s'est réuni des dizaines et des dizaines de fois, il a organisé des séminaires, il a organisé des ateliers, des temps participatifs. Tout à l'heure, quelqu'un disait qu'il y avait près de 500 personnes dans Romans qui avaient participé d'une manière ou d'une autre à l'élaboration de ce qui est notre projet, ce qui va devenir notre programme. Plus de 500 personnes, c'est quand même pas négligeable. Alors il y a toutes sortes d'interventions, il y en a qui sont venus dans les ateliers, il y en a qui ont amené des bouts de papier avec des idées dessus, il y en a qui ont écrit sur le site du collectif. Je vous invite à le faire d'ailleurs si vous avez des choses à dire. C'est une des manières de s'exprimer. Donc voilà, beaucoup de remue-ménage, je dirais, pour essayer d'élaborer ce programme. On a parlé aussi tout à l'heure, c'est Olivier qui en a parlé, je crois, des 3 piliers de notre construction de programme. Les 3 piliers, c'est la démocratie participative, rendre plus démocratique la vie des citoyens. Pour nous, voter une fois tous les 6 ans et ne rien faire entre deux, c'est pas suffisant, c'est pas ce qu'on accepte, c'est pas ce qu'on veut. On veut que les gens participent réellement à la vie démocratique et dans tout le projet qu'on essaie de développer, on verra qu'on essaie de faire participer un maximum les habitants de Romans, les gens qui y travaillent, les gens qui y passent, les gens qui y viennent en touristes, etc., etc. Donc la vie démocratique. Le deuxième axe, c'est la transition écologique, parce que tout le monde est conscient des difficultés et des problèmes écologiques à l'heure actuelle. Dans la ville, et chacun à notre niveau, en tant que citoyen, et au niveau de la ville, en tant qu'organisation, on a des choses à faire. On a des choses à faire pour préserver l'air, pour préserver l'eau, pour développer les espaces verts, pour réduire la quantité de carbone, etc., etc. Donc, deuxième axe important, la transition écologique. Et puis le troisième axe, la justice sociale. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas il n'y a pas de possibilité de s'épanouir dans une ville s'il n'y a pas de justice sociale. Et je crois que tout ce qu'on va présenter, tout ce qu'on va dire maintenant, secteur par secteur, tous les points sur lesquels on a avancé, tous ceux pour lesquels on va avancer tous ensemble encore, vont dans ce sens de plus de justice sociale. Je laisse Clara commencer à présenter. Tu peux avancer, Julie, s'il te plaît. Merci. Julie tweet en même temps, alors du coup c'est compliqué. Je live tweet, s'il vous plaît. Donc en fait, dans les différentes thématiques d'une municipalité, les différentes compétences, on a essayé de balayer le plus large possible, à la fois dans ce qui concerne stricto sensu la commune aujourd'hui, mais aussi dans ce qui concerne l'intercommunalité, puisqu'il y a beaucoup de compétences qui ont été transférées à Valence-Romans Agglo aujourd'hui, mais Romans doit prendre sa part dans la définition de ses politiques,
comme toutes les communes qui font partie de l'agglo. Donc c'est aussi des domaines sur lesquels on a réfléchi. Et puis même si une compétence est transférée à une intercommunalité, une commune garde toujours une compétence générale et peut en gros boucher les éventuels trous dans la raquette ou proposer d'autres actions. Donc sur les thématiques, il y a en gros 3 catégories. Il y a ce qu'on a déjà bien avancé, parce qu'il y a eu beaucoup d'ateliers, parce que c'est des sujets qui passionnaient les gens, qui étaient peut-être plus faciles, plus glamour, enfin je sais pas. Et il y a aussi ce qui a bien démarré, mais qui n'est pas encore tout à fait satisfaisant. Et puis il y a ce qui reste à approfondir, à explorer, et sur lesquels il faut qu'on travaille sérieusement, tous ensemble. Voilà. Donc dans ce qui est déjà bien avancé, il y a bien évidemment tout ce qui est lié à la transition écologique, à la nature en ville, à l'environnement, avec des vrais souhaits de modifier très profondément le fonctionnement roman par rapport à ça. Ça passe bien évidemment par la revégétalisation au maximum de la ville, le développement des espaces verts. Aujourd'hui, pour faire face aux canicules notamment, et pour limiter ce qu'on appelle les îlots de chaleur, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut revégétaliser au maximum à la fois les sols, mais aussi il y a des villes qui se sont lancées dans la végétalisation des façades. Ça peut passer par des choses toutes simples qui se font dans des communes pas forcément très loin d'ici, de planter des glycines en centre-ville contre les façades, et déjà on gagne plusieurs degrés à l'intérieur des maisons. La différence aujourd'hui entre une rue où il y a des arbres et une rue où il n'y a pas d'arbres en période de canicule, ça peut être jusqu'à 5 degrés. Voilà, donc ça démarre par là. Je vais vous donner quelques exemples, je ne vais pas vous donner tout ce qui a été imaginé. Voilà. Il y a aussi la question de créer une veille sanitaire sur la qualité de l'air et de l'eau. Aussi d'essayer de retrouver une gestion publique de l'eau potable, ce qui a été fait par exemple à Valence. Et aujourd'hui, ça va être une régie, la régie municipale va passer à l'agglo, donc pourquoi pas Romans récupérer en effet, se réintégrer là-dedans. En ce qui concerne l'alimentation et l'agriculture, c'est bien évidemment essayer de préserver au maximum les terres agricoles qui restent, soutenir très fortement les 1% d'agriculteurs encore présents sur Romans, agriculteurs et maraîchers. C'est développer l'alimentation bio et locale dans la restauration collective et aller vers aussi une remunicipalisation de la cantine scolaire et de la restauration collective. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les repas qui sont servis dans les écoles de Romans sont fabriqués à Avignon. Voilà. Elles font l'aller-retour tous les 2 jours. Et moi, ma fille, il y a 2 ans, et je pense que un certain nombre d'enfants, de gens présents dans cette salle, il y a 2 ans, en plein hiver, il y a eu de la neige, et les repas n'ont pas été livrés. Ils ont mangé des chips, du jambon sous vide, et de la crème dessert en boîte. Voilà. Donc il y a des communes qui font le choix, et encore pas loin d'ici, de remunicipaliser la restauration collective, de travailler avec les producteurs locaux. Ça crée aussi une économie. C'est le choix notamment d'un certain nombre de communes de l'agglo qui sont regroupées pour créer une restauration collective commune. Pourquoi pas essayer de réintégrer ce processus-là. On gagnerait aussi sûrement en qualité. En termes d'aménagement du territoire et d'urbanisme, c'est bien évidemment préserver les espaces naturels, ce qui reste à Romans, essayer d'en développer, les terres agricoles aussi, préserver les zones vertes et les berges notamment. C'est essayer de créer des territoires, des zones qui soient dans la mixité des activités. Arrêter ce qu'on appelle le two-zoning, c'est-à-dire des grandes zones commerciales qui sont extrêmement génératrices de pollution et en termes de déplacement et en termes d'occupation des sols.
Voilà, notamment en termes d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Pour l'habitat et le logement, c'est aussi quelque chose qu'on a pas mal avancé. Il y a beaucoup à faire sur Romans, beaucoup. Dans le centre ancien, on a un habitat extrêmement délabré. On fait face à des marchands de sommeil, on fait face à des gens qui ne sont pas toujours en capacité d'entretenir leurs biens, y compris des propriétaires extrêmement précaires. Voilà, on a, je pense que s'il y en a qui habitent dans le centre ancien, ils ont été confrontés des fois à des logements extrêmement indignes. Il y a une ville qui a développé dans son service une habilitation à louer. Voilà, c'est-à-dire qu'avant qu'un bailleur, un propriétaire bailleur mette sur le marché, le logement doit être visité, on doit estimer s'il est suffisamment digne pour être loué, et la mairie délivre une autorisation à louer. Donc je pense que les gens feraient beaucoup de choses. Il faut que j'aille plus vite, excusez-moi. Et encore, je ne dis pas le quart des choses. C'est tout affiché. Bon, bah c'est tout affiché. En termes de logement social aussi, il y a beaucoup de choses à faire sur Romans. Voilà, les gens qui habitent en logement social peuvent en témoigner. On est sur des immeubles, des logements qui sont aussi parfois en très mauvais état, qui ne sont pas entretenus, le ménage n'est pas fait. Voilà, c'est aussi, malheureusement, les bailleurs sociaux publics louent aussi des logements indignes. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment agir. Dans le domaine des transports et des mobilités aussi, développer les mobilités douces, faciliter les liens entre les quartiers, parce qu'aujourd'hui ça peut être assez compliqué d'aller d'un quartier à un autre, tout va vers le centre. Tout ce qui est démocratie participative et gouvernance municipale, on en a déjà parlé, mais c'est vraiment essayer au maximum d'être dans la co-construction et dans la contribution. On pense notamment à mettre en place des budgets participatifs qui seraient dédiés par quartier, et où c'est les habitants qui décideraient de ce qu'ils souhaitent en faire. Sur l'aménagement des espaces publics aussi, ça peut être les habitants d'un quartier qui décident de l'aménagement de tel espace public, des besoins les besoins nécessaires, etc. Voilà, je vais passer. Après, sur l'éducation et le socio-culturel, très rapidement, et là, c'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'à Romans, ça a été tellement dénigré, tellement exterminé. Faut savoir que les écoles ont perdu jusqu'à 30% de leur dotation de fonctionnement en 4 ans. Voilà, c'est pas rien. Je pense qu'on est beaucoup d'associations de parents d'élèves à avoir vendu beaucoup de gâteaux pour payer les manuels scolaires de nos enfants. Donc aujourd'hui, on est très loin de la gratuité de l'école. Donc c'est des choses qui sont simplement à remettre, et c'est juste à terme indicatif, c'est 35 000 € pour revenir en fait à ce qui était avant. 35 000 €, c'est ce qui a été voté en conseil municipal pour aider à la restauration de Notre-Dame de Paris. Voilà, donc à un moment donné, c'est des choix aussi. C'est soit on investit dans les enfants de Romans, dans l'éducation, soit on donne l'équivalent de 0,001% du budget nécessaire à Notre-Dame de Paris. Dans le socio-culturel aussi, sur les maisons de quartier, l'éducation populaire, il y a eu tellement de retours en arrière qu'on ne peut, entre guillemets, que faire mieux, tout simplement en redonnant des moyens, un minimum de moyens aux maisons de quartier, notamment à la maison de quartier Coluche qui aujourd'hui n'a plus aucun moyen. Voilà, bon, il y a beaucoup d'autres choses, je vais m'arrêter là parce qu'on est déjà très en retard. Et je passe la parole à Alain qui va continuer. Bon, je vais, donc après ce que Clara vient de dire sur les points sur lesquels on a quand même pas mal travaillé, il y a encore un certain nombre de points qui sont importants et qu'on n'a pas exploré à fond et qui méritent qu'on soit plusieurs à travailler encore dessus. Je vais en citer quelques-uns, je ne vais pas tout citer, mais je voulais parler de la politique culturelle et sportive à Romans. Dans ces secteurs, il faudra qu'on arrive à organiser une vraie et grande concertation avec tous les acteurs de ces secteurs, les professionnels, les associations, les usagers. L'objectif qu'on doit avoir dans ces domaines, c'est de rendre accessible à tous les Romanais et la culture et le sport. Revoir la politique tarifaire des spectacles, favoriser les créations locales, développer un véritable service public du sport, entretenir les bâtiments et les lieux d'expression
culturelles doivent être au centre de nos préoccupations. Un autre aspect et un autre domaine dans lequel il faut qu'on continue à travailler, c'est la politique de santé, l'action sociale et la solidarité. Défendre le service public de l'hôpital. Actuellement, il y a beaucoup de remue-ménage, je dirais, autour d'une concertation qui a lieu dans le quartier des Ors sur les circulations pour arriver auprès des nouveaux bâtiments de l'hôpital, auprès de l'EHPAD qui a été construite. Il y a différents enjeux. Les habitants du quartier ne sont pas forcément d'accord avec ce qui est en train de se mettre en place. Et je pense que là, on a l'exemple d'un système qui marche à l'envers. Parce qu'avant de proposer des solutions pour améliorer les choses, eh ben, l'essentiel, c'est d'aller voir les gens, de discuter avec eux, les gens qui habitent dans les pavillons, les gens qui vont travailler à l'EHPAD, les gens qui travaillent à l'hôpital, les cultivateurs qui sont tout autour, les organisations qui s'occupent du vélo, par exemple, pour rejoindre les voies sur berge. Il y a tout un regroupement de bonne volonté à mettre en place, et c'est pas ce à quoi on assiste actuellement. On est plutôt dans une projection autoritaire d'une solution qui déplaît à beaucoup. Je reviens sur le thème de la santé et de l'action sociale. Créer des structures pour accueillir nos aînés, prendre en charge les publics les plus précaires, les SDF, les chômeurs, les migrants, poursuivre les mises aux normes des bâtiments pour les rendre accessibles aux personnes handicapées. Voilà quelques pistes de réflexion qu'il faut qu'on approfondisse encore pour les inclure dans notre programme. Un troisième thème, c'est celui de la tranquillité publique. Nous devons travailler à la mise en place d'une véritable police de proximité, en contact direct et constant avec les habitants des quartiers. Nous devons développer des structures de conciliation par l'intermédiaire, par exemple, des éducateurs de rue. Nous sommes persuadés que la sécurité ne passe pas simplement par des caméras, mais que la présence humaine partout dans la ville est indispensable et importante. Dernier aspect que je voulais évoquer, c'est celui de la vie associative. La vie associative, elle est très riche à Romans. Le dernier forum des associations qui a eu lieu le mois dernier a montré la richesse et l'importance de ces associations sur la ville. Nous devons déterminer quelle attitude nous aurons vis-à-vis de ces associations en présentant des politiques claires et transparentes pour le soutien financier et pour le soutien matériel que la commune doit apporter à toutes ces forces vives dans la ville. Parler des associations, ça m'amène à parler du dernier point qui reste à explorer, c'est celui de la vie dans nos quartiers. Je pense et on en a parlé un peu tout à l'heure, l'essentiel, c'est de bien vivre dans son quartier. Et pour bien vivre dans ce quartier, je crois qu'il est nécessaire qu'on arrive à fédérer, à regrouper toutes les forces qui existent. Par exemple, dans le centre-ville, on parle des commerçants qui dépérissent, des commerces qui dépérissent. On parle des actions pour réhabiliter les logements. On parle des associations qui essayent de redonner vie aux berges de l'Isère, autour de la maison de la nature et de l'environnement, etc., etc. Le rôle, me semble-t-il, mais il faut qu'on en discute, il faut qu'on avance, nous semble-t-il, c'est que le rôle de la municipalité, c'est de réussir à fédérer l'ensemble de ces forces pour leur donner plus de moyens, pour leur donner plus de force, pour vraiment décider quelque chose. Tout à l'heure, Clara a parlé de budget participatif. Oui, je pense qu'il faudra qu'on arrive dans les quartiers à mettre en place ces budgets où les gens décideront vraiment de ce qui est important, intéressant dans leur quartier et pourront, avec les élus, avec les services municipaux, mettre en place de tels projets. Voilà, sur tous ces points, il faut que nous en discutions encore, il faut que nous travaillions encore les choses pour pouvoir avancer plus vite.
J'ai une petite question, parce que j'ai entendu plusieurs fois là, dans les échanges, un espèce de rapprochement entre l'aide sociale et les euros. J'ai dit exprès euros. Et pour moi, je ne fais pas forcément un rapprochement direct entre des euros et des aides, parce qu'il y a 50 000 façons de faire une aide. Et j'entends effectivement de dire qu'il y a des budgets qui ont été coupés, que c'est quelque chose de pas bien, etc. Mais j'ai envie de dire, ouais, il y a aussi une certaine réalité économique. Et moi, aujourd'hui, là, j'aimerais être rassuré sur le fait qu'il y a une réalité économique derrière, une réalité financière. Pour rappeler, on a rappelé plein de mauvaises choses de du dernier mandat, très bien. Je rappelle aussi, alors je ne suis pas de parti pris, hein, mais qu'il y avait, fut un temps, c'était dans la municipalité d'avant encore, notamment une patinoire à Noël pour les enfants ou autres, qui, d'après des sources qui sont pas forcément fiables, qui coûtent environ 100 000 euros. Il faisait environ 15 degrés à ce moment-là, à Noël, cette année-là. Et de manière autant budgétaire que écologique, ça reste encore un peu coincé. Là. Voilà. Je voulais avoir un peu être rassuré sur ce niveau-là. Merci. Mais la patinoire, c'est Torava là, qui l'a installée? Non. Bonsoir. Alors, sur la question des finances, en fait, si vraiment ça vous intéresse, il y a un groupe finance qui va se monter, qui est en train d'analyser en ce moment les comptes de la municipalité actuelle, parce qu'on a un vrai problème de gap entre la communication qui est faite et la réalité, donc on va à la source, pour savoir ce dont on disposera véritablement quand on arrivera, parce qu'on y arrivera. Mais on fait la même chose aussi avec l'agglomération, parce que donc voilà. Donc l'objet du séminaire du 2 et 3 novembre dont Émilie a parlé, c'est aussi de travailler collectivement au-delà d'une liste à la Prévert de mesures, etc. Mais peut-être de commencer à prioriser et de prioriser dans un cadre budgétaire connu, en tout cas dans la mesure de nos capacités citoyennes, parce que comme on vous l'a dit, on a un vrai problème de transparence et d'accès à des documents qui normalement sont à disposition de tout un chacun. Et on est en train de faire ce travail, de les récupérer, de les analyser pour alimenter le séminaire de début novembre. Voilà. Et on a besoin de vous. Voilà, de tous les cerveaux. Jean-Jacques, il y a une question. Oui, c'est une question par rapport à tous ces ateliers, puisqu'on sait que 70% des compétences sont du pouvoir de l'agglo, et on sait qu'il y a d'autres collectifs dans d'autres communes de l'agglo qui se mettent en place, avec des listes élargies, humaines et solidaires un peu partout. Bon, à Romans, ça a pris un peu plus de temps, parce que le but, c'est que même si Valence, le maire, gagne sa mairie, mais c'est qu'il n'est peut-être plus la présidence, c'est la majorité à l'agglo. Donc ça, c'est important aussi pour le pays de Romans, et de toutes les communes autour de Romans, que Romans et son territoire reprennent un peu de pouvoir au niveau des budgets de la communauté d'agglomération. Alors, vraiment très rapidement, alors sur ça aussi, il y a un groupe qui est en train de se monter, et l'intention de faire un événement avant Noël, avec toutes ces listes qu'on identifierait. Donc de créer une coalition, une alliance, en fait, dès maintenant. Et pour qu'on ait éventuellement, enfin dans l'idéal, là je parle sous couvert des copains-copines parce que c'est en cours, mais que dans l'idéal, sur l'intégralité des programmes de toutes ces listes citoyennes, on ait les mêmes revendications et qu'on porte les mêmes choses. Et donc ça, on essaye de l'organiser avant novembre. Donc si vous avez des noms de personnes sur des territoires et ville par ville, dites-le nous. Parce que la grosse difficulté aujourd'hui, parce qu'on est tous un peu discrets, on n'ose pas, etc., c'est de se connaître mutuellement et de s'identifier. Voilà. C'est 22 et 23 novembre. Oui, 22 et 23 novembre pour cet événement, le temps des gens. Voilà. On a pris un petit peu de retard, donc on va accélérer un peu le mouvement. On va maintenant vous mettre à contribution pour éviter l'aspect un peu trop théorique de la soirée. Donc on a prévu ce temps de travail contributif. Vous allez devoir vous lever et regagner les tables qui sont derrière vous, et Émilie vous explique la consigne. Peut-être faire que 3 tours d'ailleurs. Donc le principe de ce temps, c'est de nous aider collectivement à compléter les parties du programme sur lesquelles nous avons pour l'instant encore assez peu de propositions. Il nous semble trop peu pour pouvoir consolider le projet. Ces thèmes, vous les voyez sur les pancartes. Voilà, prévention, tranquillité publique, action sociale, solidarité, seniors, intergénération, tourisme, jeunesse, éducation, culture et patrimoine historique,
politique de santé, emploi, insertion, économie locale, politique sportive, intercommunalité, politique de la ville sur les quartiers, vie associative, vivre ensemble les quartiers. Donc ça rappelle déjà à quel point les compétences de la ville sont larges et les sujets importants à traiter. Sous chacun de ces panneaux, vous avez une table avec une nappe dessus et un marqueur. Ce qu'on vous propose, c'est de vous répartir sur ces tables, sur les sujets qui vous intéressent, et d'écrire directement sur la nappe les sujets, les choses qui vous semblent importantes à mettre dans le projet. Notamment sur 3 points, les éléments qui sont en rapport avec le diagnostic, ce que vous pensez, où on en est à Romans sur cette question, ce qui concerne les enjeux, en quoi, voilà, qu'est-ce qui est important de faire, et des actions concrètes à Romans sur ces thématiques. Voilà. Le principe, c'est que vous restez un quart d'heure sur la table. Au bout d'un quart d'heure, on vous signale qu'il y a un quart d'heure qui s'est écoulé, et vous changez, vous allez sur une autre table. Donc vu le temps qui nous reste, vous aurez le temps de faire de contribuer sur 3 sujets ce soir. Et du coup, je vous remercie de bien vouloir rejoindre des tables, de choisir les sujets qui vous intéressent. Et juste, je vous annonce la suite du programme. Après ce temps de travail en atelier, on se retrouvera à nouveau en grand groupe et on vous présentera la méthode d'émergence de la liste pour le collectif. Donc Julie va nous faire la présentation de la méthode d'élaboration de notre future liste. Je lui laisse la parole. Bonsoir. Alors, s'il vous plaît, juste on va laisser les personnes qui sont en train d'écrire terminer, mais bon, en même temps, c'est vrai qu'il est déjà 8h30 et qu'on s'était un petit peu engagé à finir pour 9h. Voilà. Alors, vous l'avez compris, on s'est inspiré de beaucoup de choses, de nos colères, de notre diagnostic de romans, d'autres territoires, etc. Et on a essayé Merci Claire. On a essayé, dès la constitution du collectif dans son format actuel, de mettre en œuvre des choses qui nous paraissaient indispensables pour faire les choses autrement, à savoir l'intelligence collective, l'horizontalité, le fait de travailler dans la confiance, etc. Toutes ces choses-là, on souhaite qu'elles soient vivantes aussi dans la manière dont on va élaborer la liste. Donc ça fait... les questions en général qu'on nous pose sur le marché, c'est mais qui est votre tête de liste, mais qui est avec vous, qui est hors, etc. Bon, bref. Donc on résiste un petit peu à ça parce qu'on a souhaité dès le départ construire une dynamique qui fasse passer d'abord le projet, comme on a fait ce soir, on a d'abord parlé du projet, ensuite élaborer une liste qui sera celle qui correspondra au meilleur collectif de personnes pour porter ce projet-là. Et dans ce collectif de personnes, seulement là émergera un ou une tête de liste, parce qu'il correspondra à ce groupe de personnes-là et pas l'inverse. C'est pas le groupe de personnes qui s'adaptera à un leader. Donc comment on va faire ? L'étape 1, qui va commencer ce soir, c'est qu'il va falloir qu'on constitue un groupe qu'on va appeler groupe candidature. À Romans, il faut 39 personnes sur la liste pour pouvoir concourir, candidater aux élections municipales. Idéalement, il faudrait que ce groupe soit constitué de 80 personnes. Je vous regarde. 80 personnes qui habitent à Romans. Donc le groupe candidature, ou qui paye des impôts locaux, me souffle-t-on dans l'oreille. Donc, et il faudra une moitié de femmes, merci. Merci de le préciser. Par définition. Pour une fois, parlons de celles qui sont invisibilisées. Alors, merci aux copains-copines du collectif qui ont le petit badge actif de me laisser finir la présentation, s'il vous plaît. Donc, constituer un groupe candidature qui devra être constitué de idéalement 80 personnes, 60, ça permettrait de continuer la démarche dans le format qu'on va vous proposer, mais 80, ça aurait vraiment du sens. Comment est-ce qu'on constitue ce groupe candidature ? Il y a 3 portes d'entrée, grosso modo. La première, c'est qu'il peut y avoir des volontaires. Attention, et là, nous avons une mise en scène absolument incroyable. Je suis volontaire. Donc si vous êtes volontaire, si vous vous dites que à l'issue de ce soir ou à l'issue des derniers mois qui viennent de se passer, vous dites j'ai vraiment quelque chose, là c'est le moment, l'engagement c'est ça fait des plombs que je tourne autour du pot, ce qu'il propose et la manière dont il le propose ça me convainc vraiment, je me dis que je peux donner de l'énergie à ça. Vous pouvez remplir un petit formulaire qui est ici. Voilà. Donc on vous rappelle les fameux articles de loi qu'on va souffler dans l'oreille, qui est pour recadrer un petit peu qui est éligible, etc. Et vous pouvez vous porter volontaire. Voilà.
La deuxième manière d'intégrer le groupe candidature, et alors là, tenez-vous bien, c'est d'être plébiscité. Voilà. Donc en fait, à partir de ce soir, tous les membres du collectif, sympathisants et ou adhérents, mais aussi dès qu'on ira sur le terrain avec la caravane vélo, avec les cafés citoyens, etc., en fait, les Romanais qu'on va rencontrer vont pouvoir plébisciter des personnes parce qu'elles considèrent que ce sont des personnes qui seraient légitimes à apporter le projet qu'on est en train de construire tous ensemble. Donc ça, c'est la deuxième manière d'entrer dans le groupe candidature. La troisième manière d'entrer dans le groupe candidature, on ne peut pas le figurer là, parce qu'en fait, on va tirer au sort dès ce week-end et envoyer les premiers courriers la semaine prochaine. On va tirer au sort un premier groupe de 100 Romanais qui vont recevoir un courrier dans leur boîte aux lettres. Si jamais vous entendez parler d'un truc un peu bizarre chez vos voisins, rassurez-les, c'est pas du démarchage, c'est pas une blague, c'est assez sérieux. Et en fait, c'est tiré au sort. On espère que dans ce premier lot de 100, qui sera évidemment réparti, parce qu'on travaille à partir des listes électorales, donc ça sera réparti par genre, par âge et par lieu d'habitation. On espère qu'il y a un petit 10% qui va nous répondre et qui pourra intégrer le groupe candidature. Si ça traîne un petit peu, on refera un tirage de 100, etc., jusqu'à ce que ce soit intéressant. Cette étape-là, constituer le groupe candidature, se clôture le 10 novembre. Alors, on a un mois pour trouver 80 personnes qui devront adhérer au manifeste, adhérer au collectif, qui est un geste de reconnaissance de l'adhésion aussi au manifeste, donc aux valeurs de base qui nous unissent tous ce soir. Voilà. Et signer une charte de l'élu, donc qu'on appellera peut-être pour commencer une charte du candidat, qui est une charte déontologique finalement, qui va clarifier un petit peu ce à quoi on s'engage dans la période jusqu'à l'élection. Bon, il y aura probablement dans cette charte du candidat le fait qu'il devra signer la charte de l'élu une fois qu'il sera en place. Mais voilà, grosso modo, c'est ça les engagements pour faire partie de mon groupe candidature. Je déroule et puis vous pourrez poser des questions après. L'étape 2, c'est de passer du groupe candidature à la liste. Comment on va faire ça? Alors, on a grosso modo 80 personnes qui ont été volontaires, plébiscitées ou tirées au sort. Ces 80 personnes, elles vont partir en week-end de formation. Elles vont avoir au moins un week-end de formation, qui sera un week-end de formation après notre séminaire projet. Et ce sera un week-end de formation à notre projet, au programme, et aussi à ce que c'est qu'être élu, donc sur l'aspect réglementaire, et puis l'aspect aussi plus informel, les impacts dans la vie personnelle, professionnelle, familiale, etc. Ce sera probablement aussi un week-end où les personnes pourront dire quelles sont leurs conditions à elles pour se sentir légitimes et capables de continuer dans cet engagement-là. À la fin de ce week-end-là, probablement qu'il y a des personnes qui diront spontanément « moi je peux pas ». C'est trop lourd, c'est trop compliqué, je me reconnais finalement pas tellement dans ce que vous dites maintenant que j'ai bien compris votre programme, etc. Donc c'est ok, ces personnes quitteront le groupe. S'il reste plus que 39 personnes, le principe qu'on a pensé pour l'instant, qui est un principe extrêmement informel, c'est de faire confiance au groupe restant pour réduire à 39 et s'ordonnancer, donc un homme, une femme, éventuellement un représentant de tel courant du collectif, une autre, etc. Et ce groupe de 39, avec l'aide du collectif et d'un comité de suivi dont je vais vous parler rapidement, fera émerger là où le tête de liste. Voilà. Donc la petite étape 3. Alors s'il y a moins que 39, on fera une amitude. On ira chercher des copains. Nous c'est la proposition qu'on fait. Après on prend des risques, c'est un défi. La vraie question, là tout de suite ce soir, c'est s'il y a moins de 39 dans le groupe candidature. Là ça serait vraiment triste, on ne pourrait pas dérouler la suite. Mais voilà. Et donc l'étape 3, c'est de lancer la campagne, a priori plutôt après Noël, une campagne qui du coup sera plus classique au sens du terme, on sera dans les clous réglementaires et de ce qui est attendu par une partie de la population, mais aussi les médias, etc., avec tout qui va bien, le projet, la liste, la tête de liste. Ça ne veut pas dire qu'on fera une campagne classique et ça ne veut pas dire qu'on arrêtera d'être participatif sur ce temps-là. Voilà. Il y a un élément important dans cette démarche-là, c'est un élément méthodologique, mais qui est important, c'est le comité de suivi. En fait, pour accompagner tout ça à partir de ce soir, on annonce dès ce soir qu'on va créer assez rapidement un comité de suivi qui va être constitué de 7 à 9 personnes
7 à 9 personnes qui représenteront toutes les tendances du collectif, mais dans lesquelles il y aura aussi des personnes qui nous accompagnent au collectif depuis longtemps, qu'on a un petit peu approché déjà pour ceux qui ont travaillé dans ce groupe de travail sur la méthode d'émergence de la liste, et qui sont extérieurs à Romans en fait, parce que peut-être qu'on aura besoin d'arbitres, peut-être qu'on aura besoin de gens dont on ne peut pas dire qu'ils sont dans un conflit d'intérêts ou que sais-je. Donc voilà, les personnes de ce comité de suivi s'engageront à ne pas être candidats à la fin du processus. Voilà. Et ils seront garants et animateurs de la démarche, donc voilà, c'est eux qui organiseront le fait que des binômes aillent rencontrer des tirés au sort ou des plébiscités, par exemple, dans l'étape qui va venir là. C'est eux qui s'assureront que ces personnes-là sont bien éligibles, qu'elles ont bien été adhérentes, etc., qu'elles cochent toutes les cases pour passer chacune des étapes de la démarche. En gros, voilà, je crois qu'on y est. Mince. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Parce que j'étais un peu rapidement, mais... Le comité de suivi s'occupera de la campagne aussi. Alors, la question de Manon, c'est est-ce que le comité de suivi s'occupera de la campagne? C'est pas l'engagement qui est demandé aujourd'hui aux personnes qu'on a sollicitées. Alors, juste une chose. Oui, on a approché certaines personnes pour faire partie du comité de suivi. Pour autant, s'il y a des personnes qui se sentent d'être volontaires parce qu'elles sont intéressées par la méthode, parce qu'elles ont du temps, pour quelle que soit la raison, en fait, l'idée, c'est de faire un appel à volontaires tout simple là ce soir sur cette instance-là et de décider la semaine prochaine en assemblée plénière de qui, et même s'il n'y a pas 7 ou 9 tout de suite, de pouvoir acter au moins les premières personnes pour pouvoir commencer le travail. Pour répondre à Manon, l'idée, en tout cas dans les autres territoires, c'est que sur tout ce qui va se transformer peut-être demain en comité de campagne, en fait les gens qui quittent le groupe candidature à un moment donné ou à un autre s'engagent à nous accompagner quand même pendant la campagne. Donc peut-être, et au-delà, parce que quelle que soit la position à laquelle on arrive. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça, c'est de faire boule de neige et que on puisse trouver de la place pour s'intégrer demain dans d'autres instances que celles qu'on présente là. Voilà. D'autres questions? Oui. Tu as dit les personnes qui ne se retrouveront pas dans le truc, qui diront finalement votre projet ça me plaît pas, ils pourront sortir. Mais on est d'accord que ça inclut les gens et qu'avant de dire votre projet me plaît pas, ils pourront aussi proposer des choses et donc ce sera aussi le sien, on est d'accord. Ouais, non, mais c'est hyper important. En fait, je vous ai dit que le dispositif là pour alimenter le groupe candidature en nom de personnes, il se clôture au 10 novembre. Notre séminaire projet, programme, etc., il a lieu le 2 et 3 novembre. Donc l'idée, c'est que toutes les personnes qui ont émergé à ce moment-là, elles puissent évidemment déjà contribuer à ce séminaire-là. Ensuite, l'idée, c'est que ce qu'on va sortir du séminaire du 2 et 3 novembre, c'est quelque chose qui est de l'ordre du livre blanc, de l'intention, etc. Là où le groupe candidature, et en particulier parce que, et le groupe liste surtout à terme, et en particulier parce que c'est eux qui vont le porter, donc il faudra qu'ils soient à l'aise avec, va avoir probablement un boulot, mais toujours accompagné par le comité de suivi et le collectif, c'est dans la transformation de ce projet en programme, et en programme au sens stratégie électorale, c'est-à-dire prioriser, c'est-à-dire choisir les mots avec lesquels on en parle, c'est-à-dire voilà, insuffler une sorte d'épaisseur en fait à ce qu'on est en train de travailler là. Voilà. Par contre, redisons-le nous quand même, je crois qu'à aucun moment on ne considère qu'une fois que la liste sera constituée, elle va se dissocier complètement du collectif et s'autonomiser. C'est pas ça l'idée, c'est au contraire en fait. La liste, elle va être riche de tous les soutiens et de tout le travail qu'on continuera à faire avec elle. Donc il n'y a pas à un moment donné de rupture totale entre le collectif et la liste, et donc tout ça est dans une continuité permanente. Et même après les élections, Émilie me souffle, et même après les élections, c'est important parce qu'il y a deux options. La première, c'est on gagne. Pardon ? Oui, il y a deux options. Admettons qu'on gagne. Les gens qui ne seront pas sur la liste, on va avoir besoin en fait. On va avoir besoin de relais, de continuer à avoir des informations, de continuer à être ancré dans le territoire. Et c'est vrai que, en plus, c'est hyper difficile pour des citoyens. On est citoyens, on connaît plein de gens, et puis brusquement, hop, on devient élu, on nous regarde autrement, on a d'autres attentes, etc. Et on aura besoin de cet ancrage-là avec les copains-copines qui resteront à l'extérieur, on va dire. Et admettons qu'on perde.
et qu'on ait 8-10 copains qui soient dans une opposition avec soit la maire actuelle, soit un autre maire qu'on ne connaît pas, mais qui a priori sont sur des idéologies, des convictions diamétralement opposées, bah, on aura encore plus besoin de soutien, quoi. Donc c'est là que c'est important. Une autre question ? Ouais, moi, je voudrais que tu nous expliques. Je voudrais, si c'est possible, que tu nous réexpliques, enfin, parce que je trouve ça quand même. Je me mets à la place de gens qui habitent à la Monnaie, par exemple, ou de gens que je connais, qui reçoivent demain une lettre du collectif pour leur proposer d'être candidat. D'être candidat à la candidature. D'être candidat à la candidature, oui, enfin, en gros, d'être potentiellement candidat. Ça me paraît très très compliqué à expliquer. Donc tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais. Bah, en fait, c'est une prise de risque. Hein. Enfin, on l'a un petit peu dit, c'est une prise de risque. On leur dira qu'il y a des indemnités vachement. C'est un peu... Non, en fait, c'est une prise de risque. On va s'inspirer des... Enfin, un des trucs cruciaux en termes de méthode, là, ça va être la manière dont on va formuler le courrier qui va partir. Mais c'est aussi et surtout, enfin, et là, je l'ai dit aux journalistes qui étaient là ce soir, le battage médiatique. En fait, quand on fait du tirage au sort et qu'on est une collectivité locale, la collectivité locale envoie un joli papier en tête qui légitime le courrier que les personnes vont recevoir après. Nous, on ne peut pas faire ça, on n'a pas cette légitimité-là. La seule chose qui va pouvoir nous donner du sérieux et du crédit, c'est que ce message qu'il y a des citoyens qui sont en train de tirer au sort d'autres citoyens, parce que chacun a sa place pour faire vivre la démocratie locale, il faut qu'il circule partout et que ça soit crédibilisé. Il faut que les médias nous soutiennent, il faut que sur les réseaux sociaux on en parle, il faut que si jamais on en entend à gauche à droite, on dise « Non mais t'inquiète pas, c'est pas une blague. Tu vois, si tu vois ce logo-là, et confiance, c'est pas ridicule, quoi. » Voilà, tu veux compléter, Émilie ? Je voulais juste dire que une des modalités aussi qui est prévue, c'est de pas forcément s'appuyer que sur le courrier, parce qu'il y a des tas de gens qui sont pas super à l'aise avec l'écrit et que le courrier peut se perdre, etc. Et que donc si on n'a pas de réponse, enfin en fonction des réponses qu'on a, l'idée c'est, et dans la mesure de nos possibilités, parce que c'est toujours pareil, ça dépend du nombre de bras et de jambes et de gens que nous sommes à nous engager dans cette démarche. L'idée, c'est d'aller faire du porte-à-porte et d'aller voir les gens qui ont été tirés au sort pour leur expliquer, voilà, en mots et avec de la chaleur humaine, ce qu'est le projet et pour voir s'ils y adhèrent. Ouais, de ne pas s'appuyer uniquement sur la procédure courrier. Sachant que, juste pour faire un exemple, Jacques, j'arrive. Il y a une ville qui a choisi, peut-être parce qu'elle avait, j'en sais rien, mais on peut les comprendre, la flemme de demander les listes électorales, qui a choisi d'aller sonner au 20, vu que les élections sont en 2020, de toutes les rues de la ville. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est du tirage au sort, donc pourquoi pas, quoi. Attends, Jacques, Oui, par rapport à ce courrier, c'est peut-être aussi la possibilité de dire que la personne qui le reçoit, même s'il n'est pas intéressé, connaît peut-être quelqu'un qui, lui, est intéressé. Alors, du coup, ça sert à pendant ce plébiscite, mais oui, c'est une bonne idée à rajouter dans le courrier. Super, merci. Moi, je trouve déjà super, vraiment chouette. Je suis épatée que vous preniez ce risque, en tout cas, bravo. Et je voulais savoir si vous appuyez aussi sur des expériences. Est-ce qu'il y a déjà des listes qui se sont composées comme ça ? Oui et non. Alors, il y a des listes qui sont en train de le faire. À Chambéry, ils sont en train de le faire, et au moment où Chambéry est arrivé à Poitiers pour contribuer à la rentrée des initiatives citoyennes, dont Marie-France et Christian ont fait un petit rendu, ils avaient tiré 90 personnes au sort, et ils avaient déjà 3 réponses positives. Ça veut dire de gens qui acceptaient d'être dans le groupe candidature. C'est pas ridicule. Moi, professionnellement, quand je travaille sur du tirage au sort, on est sur des cohortes de milliers de personnes qui sont contactées. Enfin, bon, c'était à l'échelle de la région, mais c'est 2% le retour. Enfin, c'est vraiment. Donc, nous, on ne pourra pas faire ça. Enfin, c'est une ingénierie très lourde. Dans l'idéal, on constituerait le groupe candidature d'un tiers de tir au sort, d'un tiers de plébiscité, d'un tiers de volontaire. Ce sera peut-être pas ça. On va essayer de tenir les idéaux. Après, on fera avec la réalité, le temps qui passe, etc. Mais si en janvier, on a 2 personnes sur notre liste dont on peut dire qu'elles ont été tirées au sort, qu'elles n'auraient jamais pensé un jour, 1, s'intéresser à la politique locale, 2, se lancer, 3, être sur une liste électorale, bah, on aura tout gagné, quoi. Et quelle visibilité ils ont à Chambéry pour que ça ait... Quelle visibilité ils ont à Chambéry pour légitimer Alors, ils ont vachement bien bossé avec les médias, ils ont une dynamique qui est un petit peu différente. Alors, il s'appelle Chambéry citoyenne,
ça s'appelle Mouvement pour le Grand Chambéry Citoyen, voilà, c'est ça. En fait, eux, ils ont commencé à travailler au moment de la révision du PLU, du plan local d'urbanisme, et donc ils ont vraiment labouré et fait beaucoup d'éducation populaire sur ça, ils sont rendus visibles. Et là, depuis à peu près la même durée que nous, depuis le début du printemps, ils sont en train de basculer vers l'émergence de listes, sachant qu'eux avaient fait le choix de travailler à l'échelle intercommunale d'abord. Et donc là, ils sont en train de redescendre au niveau de Chambéry, mais ils continuent à aller dans les villages des Bauges, etc., pour faire vivre la dynamique au niveau intercommunal. Voilà. Pour compléter sur le tirage au sort aussi, en fonction du taux de réponse qu'on obtient, on peut aussi imaginer que sur les 100 premiers, on essaie d'être dans une approche très qualitative en allant vraiment faire du porte-à-porte, etc. Et que si on a vraiment trop peu de réponses, qu'on relance des salles de tirage au sort et que là, du coup, on ne pourra pas faire du porte-à-porte partout, mais qu'on soit sur du courrier et qu'on élargisse quand même nos chances d'aller chercher des gens qui sont pas dans notre premier cercle, pas dans notre deuxième cercle, mais plus loin, voilà. Mais romanais. Et donc c'est une manière de le dire de manière pas trop subliminale, mais on a vraiment besoin d'énergie. Mais des énergies de romanais, genre qui sont pas romanais dans la salle, enfin vraiment, mais de gens qui font, il y a vraiment de la place pour tout le monde et pour tous les niveaux de temps disponibles ou d'énergie disponible. Honnêtement, il y a vraiment plein de choses à faire. Il y a des choses à faire dans les actions là comme ça, il y a des choses à faire sur le projet, on manque d'informations, Enfin, ceux qui font aujourd'hui n'ont pas toujours le temps de trouver les bonnes infos, de faire de la veille sur la presse par exemple, enfin voilà. Et là, ça va devenir vraiment crucial dans les semaines et les mois qui arrivent. Voilà. Ouais, on a besoin de gens qui lisent le Dauphiné tous les jours, il y en a qui n'y arrivent pas. Mais ouais. Par exemple, l'Impartial aussi, le Drôme Hebdo, le Peuple, le Libre, qui écoutent la radio locale, etc., et qui peuvent nous faire des retours, par exemple. C'est quoi la fin? Vous faites la fin, Stéphane et Élie? Si vous faites la fin, s'il n'y a plus de questions, etc. Mais de toute façon, il y a un buffet, on peut continuer à discuter de manière informelle si vous le souhaitez. Non? Donc, petit rappel pour finir. Trop tard. Juste la question que je me posais, c'est qu'avec ces 100 courriers qui vont partir avec un tirage au sort. On sait que sur la population de Romans et ses alentours, il y a une très grosse partie de sympathisants Rassemblement National. Donc ça veut dire que dans les 100 courriers, on va toucher une cinquantaine vraisemblablement de sympathisants. Donc déjà, c'est l'épée dans l'eau. Quand même. Ben, on n'est pas très loin quand même. Oui, quand même. Ouais, non, j'ai pas envie d'entendre ça. Le projet, c'est vraiment que le courrier et ensuite le message qui soit porté soit très clair dès le début sur c'est quoi la demande et c'est quoi ce qu'on vient leur proposer. C'est pas, voilà, on n'est pas du tout sur une liste populiste où chacun pourra venir et faire son marché. Moi je veux ça, moi je veux ça. Les bases, elles sont claires, elles sont dans le manifeste. Il y a 3 grands piliers à ce projet, plus un projet qui est en train de s'élaborer au fur et à mesure. Donc la ligne qui sera posée, elle est très claire. On appellera les gens à se reconnaître. Les gens qui pourront continuer sont ceux qui se reconnaîtront dans le projet porté par le collectif. Et je pense que ça serait vraiment de la souffrance pour certains de se contraindre à essayer de faire semblant de se retrouver dans nos valeurs alors qu'ils ne s'y retrouvent pas du tout. Après, je pense par ailleurs que sur les électeurs du Front National, il peut y en avoir aussi qui votent Front National sans vraiment lire les projets et qui peuvent par ailleurs peut-être évoluer sur leur position aussi, quoi. J'ai juste mis le site internet en fait, comme je l'ai dit, il y a 2 entrées pour les formulaires, pour les candidatures ou les plébiscites. Voilà, vous pouvez candidater directement sur le site du collectif. Candidater ou plébisciter votre voisin que vous trouvez formidable. Votre voisine qui ferait une magnifique élue pour le collectif pour vraiment et défendre nos valeurs pour les 6 prochaines années. Donc pour conclure cette assemblée, on va aller boire un petit coup et manger un bout, mais avant on
vous rappelle les prochaines échéances. Donc on a le 17 octobre, donc c'est jeudi prochain, notre assemblée plénière qui aura lieu à 18h à la maison de quartier Saint-Nicolas, 18h30 à la maison de quartier Saint-Nicolas. Ensuite, le 2 et 3 novembre, donc le séminaire, le lieu n'est pas encore clairement défini, mais on vous le précisera. Je vous rappelle que pour assister à ce séminaire qui est ouvert à tout le monde, à la condition d'avoir adhéré. Et puis, si vous êtes déjà volontaire, si vous pensez déjà plébisciter quelqu'un, vous pouvez d'ores et déjà remplir les petites boîtes. D'autres dates, non. Donc je vous propose... Oui, voilà, il y a la mobilisation, elle est là. Eh bien, je vous invite à aller boire un verre et manger un bout. Merci.